Bonjour et bienvenue à Cogito, l'émission où nous explorons les projets de recherche et de création des étudiantes et étudiants au cycle supérieur de l'Université Laval. Nous allons voir aujourd'hui comment la science peut améliorer des éléments de notre environnement. Mathieu Vaillancourt est étudiant à la maîtrise en biologie végétale et cherche à mesurer l'efficacité d'engrais verts dans la production du canola. Par sa maîtrise en microbiologie aérovirologie, Evelyne Brisebois tente de mesurer les virus présents dans l'air des usines de décontamination des eaux usées. Mais commençons par nous intéresser à une industrie importante au Québec qui aimerait permettre à son produit de durer éternellement. Parlons des processus de vieillissement du bois avec le doctorant en sciences du bois, Antoine Cogulet. Mon sujet s'intitule « La caractérisation des mécanismes naturels de vieillissement du bois ». Et j'ai de la chance parce que mon sujet en fait parle de lui-même, c'est-à-dire que je vais étudier le vieillissement du bois et je vais même le caractériser. Alors quand je parle de vieillissement, je vais parler en fait de toutes les dégradations que va subir mon bois lorsqu'il est soumis à son environnement. Alors ça va être des dégradations lumineuses par la lumière, ou hydriques par l'eau, ou même les moisissures. Mon projet s'inscrit dans la chaire industrielle de recherche sur les constructions éco-responsables en bois, donc le CIRSERB, qui a lieu, qui réside ici même au pavillon Kruger de l'Université Laval. Et c'est une chaire en fait qui vise à optimiser et à favoriser l'utilisation du bois dans la vie de tous les jours. Donc ici, le bois au Canada, c'est une ressource naturelle qui est abondante, qui est utilisée très fréquemment, notamment dans tout ce qui est bois de revêtement ou tout ce qui est bois de construction. Les trois axes de la chaire sont la durabilité, dont lequel mon sujet s'inscrit directement, c'est-à-dire expliquer pourquoi il y a des dégradations et donc comment on pourrait arriver à rendre le bois plus périn. Il y a aussi l'axe concevoir, tout un axe de développement pour des nouveaux produits, pour des nouveaux systèmes de construction, et l'axe construction, qui est la recherche sur comment pourrait-on améliorer la portance d'une poutre, faire des meilleurs porte-à-faux, et surtout le défi actuel de la construction en bois, c'est de faire le bâtiment le plus haut. Donc l'industrie du bois au Canada et même au Québec est très importante parce que le Canada est le deuxième exportateur de produits forestiers au monde et ça représentait une économie de 6,4 milliards de dollars canadiens en 2014. Donc c'est énorme et ça correspond à tout ce que l'on peut faire avec le bois, donc c'est-à-dire le bois de construction, le bois de revêtement, toute l'industrie de la pâte et papier qui, même si elle n'est plus ce qu'elle était, elle est encore présente aujourd'hui. Et le consommateur aujourd'hui, de plus en plus, il veut un bois d'apparence naturelle. S'il n'est pas en blanc et qu'on ne voit pas que c'est du bois, c'est un peu dommage. Donc aujourd'hui, l'utilisateur il aimerait en fait montrer le grain du bois, c'est-à-dire utiliser non plus des peintures qui sont opaques, qui cachent tout, mais des peintures qui sont translucides, qui laissent passer la lumière à travers. Et là, on a un problème, parce que si on laisse passer la lumière à travers le revêtement, alors ok, on voit la couleur de notre bois, mais la lumière passe, donc on peut avoir une dégradation du bois qui est en dessous. Aujourd'hui, il existe énormément de moyens pour protéger le bois, puisque le bois, ça fait quand même quelques milliers d'années qu'on l'utilise, donc on a toujours cherché à améliorer la durabilité du bois, que ce soit à l'époque où on mettait de la graisse de phoque sur nos bois ou aujourd'hui, avec des transformations chimiques de notre bois, des transformations thermiques. Mais la plus connue et la plus facilement utilisable, c'est l'utilisation de revêtements. C'est-à-dire qu'on va peindre notre bois avec soit une peinture ou soit une teinture. Donc on va avoir des avantages et des inconvénients pour les deux. Par exemple, pour les teintures, le fait qu'on pénètre dans notre bois, eh bien finalement, on va arriver à boucher tous les vides qui sont dedans, et donc on va limiter le fait que l'eau puisse rentrer dedans. Donc si l'eau ne peut pas rentrer dedans, on limite les variations dimensionnelles. Alors que les peintures, elles, puisqu'ils vont former une couche protectrice, elles vont vraiment faire une barrière physique en fait aux dégradations, que ce soit les moisissures qui peuvent arriver, ou le sable, ou la pollution. Mais par contre, on peut avoir des phénomènes de délamination, c'est-à-dire une perte d'adhérence entre le revêtement et le bois, puisqu'il n'y a pas vraiment de liaison forte entre les deux, c'est juste une liaison mécanique. Et donc, dû à la dégradation, dû à l'exposition au rayonnement UV, dû à énormément de choses, finalement, on va avoir un phénomène de délamination, donc notre peinture va être à corps intègre, elle va être là, mais elle va juste tomber. Mais il faut bien voir que si on utilise des pigments qui vont être organiques, ils vont être plus fragiles que des pigments qui vont être inorganiques. Ce que je veux dire, quand je parle d'organique, je parle par exemple d'une banane, et quand je parle d'inorganique, je parle de l'acier. Forcément, l'acier va être plus résistant que la banane aux dégradations. Donc, notamment pour la couleur rouge, donc où la couleur est donnée par un pigment inorganique, l'oxyde ferrique. Donc on voit bien qu'après une exposition donc, de 6 mois dans une chambre de vieillissement, eh bien, la couleur elle est un petit peu délavée, mais encore ça va. Alors que pour la couleur bleue, qui est faite avec un pigment organique qui est un phtalate, eh bien pour le même niveau de dégradation, c'est la même exposition, les mêmes conditions, on a vraiment un lessivage
de notre pigment. On a vraiment une perte de coloration. On a même le bois qui apparaît à certains endroits. Mais ça, il faut savoir jouer avec, puisqu'on pourrait se dire, OK, l'organique, ça marche moins bien, on met que des inorganiques. Mais le truc, c'est qu'on n'a pas forcément d'inorganique de couleur bleue. Donc on est obligé d'utiliser des organiques pour certaines couleurs, pour le bleu, pour le vert. Et il faut savoir du coup comment faire pour les protéger. Il y a une phrase que j'aime bien, je ne sais plus lequel est, mais c'est le bois travaille, même le dimanche. Le bois, c'est un matériau vivant à la base, c'est un matériau hygroscopique, c'est un matériau biologique, donc il va forcément interagir avec l'environnement. On a étudié d'un côté la photodégradation. Alors pour cela, on a utilisé chambre de dégradation. Ça consiste tout simplement en une boîte où dedans on met une lampe à forte intensité énergétique et qu'on expose nos échantillons. Et d'un autre côté, il y a aussi la dégradation biologique qui a été étudiée principalement séparément, où là, on a tout simplement soumis notre bois aux moisissures et on a vu comment il se comportait. Mais jamais il n'a été vraiment question de coupler ces dégradations, c'est-à-dire de voir est-ce qu'il y avait une influence positive de la photodégradation sur la dégradation biologique. Dans le sens où, lorsque la lumière tape mon bois, j'ai des modifications chimiques sur mon bois. C'est assez visible sur ces échantillons-là. Où ça, c'est un bois neuf, nickel, qui sort de la scierie, qui a été prédécoupé. Et ça, c'est un bois qui est juste photodégradé. Donc, c'est-à-dire, il y a juste de la lumière qui a tapé dessus. On voit qu'il a pris une couleur bien différente. Il y a aussi des gerces qui sont apparus, voire même des fissures. Et ça, ce qu'on peut voir, la modification de couleur, c'est finalement, ça reflète les modifications chimiques qui ont lieu à l'intérieur de mon bois. Et ces modifications chimiques peuvent permettre de favoriser le développement de micro-organismes. Et pour mon sujet de doctorat, je vais utiliser pour la première fois la spectrométrie Raman pour caractériser la dégradation du bois. Alors, la spectrométrie Raman, c'est une technique spectrométrique, tout comme l'infrarouge, mais contrairement à l'infrarouge qui va étudier l'absorbance, c'est-à-dire que j'envoie un rayon et je regarde ce qui ressort de mon échantillon, la spectrométrie Raman étudie l'effet Raman. Cette fois-ci, je vais envoyer un rayon sur mon échantillon, et là, il va y avoir un phénomène de diffusion. Alors, la diffusion, c'est quelque chose qui est normal, et qui permet d'avoir notamment la couleur sur les échantillons. En effet, si cet échantillon est bleu, c'est-à-dire qu'il est tapé par les rayons du soleil, qui est de la lumière blanche, qui est composée de toutes les couleurs, il va absorber la couleur bleue, et il va diffuser le reste. Si cet échantillon est rouge, c'est parce qu'il va absorber la lumière rouge, et qu'il va diffuser le reste. Ça, c'est normal. Mais l'effet Raman, c'est le fait que mon rayon va taper mon échantillon, il va y avoir de la diffusion, mais parmi cette diffusion, il va y avoir certains rayons qui vont avoir une modification d'énergie. Si je tape, on va dire, avec une énergie de 1000, il va y avoir certains rayons qui vont partir à 1001, 1002, 1998. Et en fait, cette différence-là, on peut la capter grâce à la spectrométrie Raman. Alors c'est très très faible, mais on peut la capter, et en fait, elle va être différente en fonction de la molécule. Donc à partir de là, je peux avoir en fait une information sur la composition moléculaire de mon bois. Donc finalement, utiliser un matériau bois qui est donc une ressource renouvelable, une ressource abondante du pays, et qui en plus a des avantages écologiques par rapport aux autres matériaux, ça peut être un choix judicieux pour permettre de répondre aux problématiques actuelles environnementales. Donc c'est vraiment un sujet contemporain et donc actuel de favoriser l'utilisation du bois. Et pour favoriser l'utilisation du bois, il faut l'améliorer. Il faut qu'il soit plus résistant, il faut qu'il soit plus durable. Quittons la forêt pour nous rendre à la rivière. Nous allons maintenant nous intéresser aux usines de décontamination des eaux usées. Il est facile de prendre conscience que nombre de virus et bactéries se retrouvent dans ces eaux. Mais quels peuvent être les dangers de simplement respirer l'air de ces usines pour les travailleurs? C'est ce que cherche à savoir l'étudiante à la maîtrise, Evelyne Brisebois. Mon projet s'intéresse aux virus dans l'air des centres de traitement des eaux usées ou les CTEU. Les CTEU représentent un environnement très contaminé en micro-organismes. Il s'agit des eaux d'égouts résidentiels et industriels qui sont amenés dans ces centres afin de retirer les contaminants et de pouvoir les remettre en circulation en toute sécurité. Donc, l'eau est très contaminée en micro-organismes et les processus d'assainissement des eaux impliquent beaucoup d'étapes pouvant créer des aérosols, c'est-à-dire des particules en suspension dans l'air. Et donc, les micro-organismes risquent de se retrouver dans l'air. Les travailleurs sont donc plus à risque d'être exposés à des agents pathogènes via l'air qu'ils respirent. Puis, il y a d'ailleurs une étude qui a montré que les travailleurs des CTU contractaient 37 plus d'infections gastro-entériques et respiratoires que la population normale. Le but de l'étude, c'est de faire une description du contenu de l'air, mais aussi de trouver à quel virus pathogène les travailleurs sont exposés
par la voie des airs afin de proposer des moyens de protection plus adéquats, que ce soit de continuer le port du masque N95, mais de façon plus disciplinée, ou d'améliorer la situation actuelle avec d'autres équipements de protection respiratoire plus adaptés à ce qu'on aura trouvé dans l'air. Puis, il ne faut pas oublier aussi que les bioaérosols, c'est une menace invisible, donc c'est important de bien renseigner la population à risque pour protéger leur santé. Pour la sécurité dans les usines, les travailleurs vont porter des bottes capées, des casques, des habits. En ce qui concerne la santé, il y a un appareil de protection respiratoire, le masque N95, qui est obligatoire dans les endroits où la génération d'aérosols est à son maximum, c'est-à-dire en biofiltration. Par contre, ça arrive très souvent qu'on voit des travailleurs dans ces salles qui ne portent pas le masque, soit parce qu'ils font juste passer, ou soit parce qu'ils l'oublient tout simplement. Puis pour ce qui est de toutes les autres salles dans les usines, le masque n'est pas obligatoire, puis c'est très rare qu'on voit les travailleurs qui en portent. Les bactéries sont des organismes microscopiques capables de se reproduire par elles-mêmes, autonomes. Les virus sont aussi des micro-organismes microscopiques. Par contre, ils sont considérés comme des parasites obligatoires, c'est-à-dire qu'ils doivent absolument contaminer leur hôte pour pouvoir se reproduire à l'intérieur de lui, ce qui fait que leur culture et leur étude en laboratoire sont plus fastidieuses. En majorité, les virus sont aussi 500 fois plus petits que les bactéries. Donc, l'échantillonnage et le traitement des échantillons sont aussi plus complexes. Puis, d'un point de vue plus médical, les bactéries, les infections bactériennes peuvent se traiter par la prise d'antibiotiques, tandis que les infections virales, non. Donc, les virus sont plus souvent la cause des épidémies de maladies, comme par exemple le sida et la grippe. Il peut y avoir une variation d'un virus à un autre, c'est-à-dire que lorsque les virus sont aérosolisés, ils ne se retrouvent pas sur les mêmes genres de particules nécessairement parce que les virus ne sont pas seuls dans l'air. Ils vont être en association avec des poussières, peut-être d'autres virus. Peut-être qu'il peut y avoir une centaine de virus par particule, des bactéries. Tout dépendant de la morphologie du virus, celui-ci peut être aérosolisé plutôt sur des petites particules ou sur des plus grosses particules qui, à ce moment-là, a un effet... le masque a un effet sur la capture des particules sur lesquelles se retrouvent les virus. On utilise plusieurs échantillonneurs lors des sorties sur le terrain. Les échantillonneurs possèdent différentes caractéristiques, comme par exemple un débit d'air différent ou la capture de particules de différentes grosseurs. Le premier groupe, c'est les impacteurs liquides, c'est-à-dire que l'air est aspiré et les particules sont récoltées dans une solution. Les autres échantillonneurs sont plutôt des échantillonneurs à filtre, donc l'air passe à travers un filtre et les particules sont gardées sur un filtre. Par la suite, à la fin de l'échantillonnage, les échantillons sont gardés dans une glacière jusqu'à l'arrivée au laboratoire. Certains échantillons vont être traités immédiatement, tandis que d'autres vont être gardés à moins 80 degrés Celsius jusqu'à temps qu'on les traite. En arrivant au laboratoire, on traite les échantillons dans une hotte à flux laminaire, qui est en fait une enceinte de biosécurité qui assure une triple protection, c'est-à-dire de l'échantillon, du manipulateur ainsi que de l'environnement. La hotte dispose d'un courant d'air laminaire qui fait que tout l'air qui entre à l'intérieur passe à travers un filtre. Donc, on peut manipuler nos échantillons sans avoir peur de les contaminer avec l'air ambiant du laboratoire. Puis aussi, ça permet de protéger le manipulateur de ce qui pourrait se trouver dans les échantillons. Mon projet est divisé en deux parties, la métagénomique et la quantification moléculaire. La métagénomique, c'est dresser un portrait de tous les micro-organismes présents dans un échantillon ainsi que de leur ratio. En gros, ça permet de répondre aux questions qui est là et en quelle proportion. Par contre, ça ne donne pas de quantité précise, donc on a décidé de compléter nos analyses avec une quantification moléculaire qui va cibler un virus à la fois seulement, mais qui va donner une quantité précise en virus par mètre cube d'air. Pour la quantification moléculaire, on a choisi d'étudier 11 virus pouvant causer les maladies souvent retrouvées chez les travailleurs des CTEU. On s'est aussi basé sur des études précédentes portant sur les micro-organismes dans l'eau usée, parce qu'évidemment, les micro-organismes qui se retrouvent dans l'air proviennent de l'eau initialement. Puis la majorité des virus fait partie de deux grands groupes, les virus gastro-entériques, comme les norovirus et les rotavirus, et les virus respiratoires, comme les virus de l'influenza A et B, par exemple. Puis on a aussi inclus les virus de l'herpès buccal et génital dans nos études. Mon projet est en fait un sous-projet d'une étude de 4 ans menée en association avec l'IRSST, l'Institut de recherche Robert Sauvé en santé et sécurité du travail.
Puis, c'est une étude sur 10 usines du Québec qu'on visite 2 fois, donc une fois l'été, une fois l'hiver, pour aussi voir l'effet de la température sur le nombre et la composition des aérosols. Aujourd'hui, je vous présente le volet viral, mais il y a aussi d'autres projets à l'étude, comme par exemple le bactérien, les poussières, les brouillards d'huile, etc., qui sont menés soit par des membres de mon équipe ou des collaborateurs, des membres de l'IRSST. Puis bien sûr, tout ça est toujours dans le but d'avoir une caractérisation globale de l'air des CTEU pour éventuellement protéger la santé des travailleurs. Notre équipe possède 3 laboratoires de recherche. Il y a le laboratoire d'aérobiologie, où on entrepose tout le matériel nécessaire pour les sorties terrain. Puis aussi, c'est là qu'on va nettoyer le matériel quand on revient, quand le matériel est contaminé. Il y a le laboratoire de microbiologie, où on va traiter les échantillons bruts, c'est-à-dire qu'ils peuvent contenir des virus vivants. Donc, on va prendre plus de mesures de protection, comme par exemple travailler dans la haute afflux laminaire. Et puis finalement, on a le laboratoire de biologie moléculaire où on fait les analyses plutôt biochimiques, si je peux dire. On va au niveau de l'ADN et à ce moment-là, le risque pour le manipulateur est plus faible. Il y a plusieurs autres endroits qui peuvent être contaminés par les bioaérosols, que ce soit des endroits professionnels ou non. Notre équipe de recherche a fait des études sur d'autres endroits professionnels contaminés, comme par exemple des fermes laitières, des porcheries, des CTEU, mais aussi des chambres d'hôpitaux, par exemple. Puis, le processus de génération d'aérosols potentiellement pathogènes peut être aussi simple qu'une personne malade qui tousse ou qui éternue. Donc, c'est très facile de s'imaginer d'autres environnements autour de nous qui peuvent être contaminés par des bioaérosols. Présentement, il y a très peu d'études qui sont faites sur les virus dans l'air des centres de traitement des eaux usées. En fait, il y a très peu d'études qui s'intéressent tout court aux virus dans l'air de n'importe quel environnement. Puis il y a 2 raisons pour ça. C'est que, premièrement, on ne pensait pas que l'air pouvait représenter un aussi gros risque potentiel pour la santé. Et aussi, c'est que c'est un domaine qui est très coûteux en termes de ressources. Ça prend de l'équipement à la fine pointe de la technologie. De plus, les études de métagénomique, comme on fait, c'est très récent, puis ça gagne en popularité dans divers domaines de recherche. L'originalité du projet réside dans le fait qu'il marie ces 2 sciences modernes, l'aérobiologie et la métagénomique. Puis on est très fiers d'être des pionniers dans le domaine parce qu'il y a très peu de chercheurs qui peuvent contribuer à son avancement. De l'air à l'eau, passons à la terre, où nous nous pencherons sur un engrais vert, le trèfle, qui pourrait améliorer la culture du canola. Mathieu Vaillancourt, candidat à la maîtrise en biologie végétale, tente de changer les perceptions des agriculteurs en faisant sa part pour l'environnement. Quand on se promène au Québec, sur l'autoroute, disons, on croise des champs, puis la plupart de ces champs-là vont être dans 8 cultures différentes. On parle de céréales, du maïs, du soya. Et c'est ce qui couvre le plus de superficie au Québec, finalement. 8 cultures qu'on appelle les grandes cultures. Si on prend juste le maïs grain puis le soya, par exemple, les 2 cultures à elles seules vont couvrir une superficie qui est équivalente à plus de 18 fois la superficie de l'île de Montréal. Ça donne une idée de l'importance de cette agriculture-là au Québec. Et 97 % de l'agriculture du Québec, c'est une agriculture qu'on dit conventionnelle, qui va viser à produire beaucoup de rendement et qui nécessite donc beaucoup d'intrants, des pesticides, des engrais, dont l'engrais le plus important qui est l'azote. On peut faire la synthèse de l'azote. On va venir produire en usine un azote qui est directement disponible pour les plantes. Le problème, c'est que, alors que dans la nature, ça se fait avec l'énergie du soleil d'une façon tout à fait non polluante, la synthèse chimique nécessite des grandes quantités d'énergie. Produire cet azote-là, c'est assez polluant. En plus, une fois qu'on le met dans le système, on dit qu'il y a seulement 50 % de l'azote minéral synthétique qu'on applique qui va être utilisé par les plantes. Le reste, l'autre 50 %, il va être perdu. Il va être perdu dans l'air, ça va être un gaz à effet de serre très puissant. Il peut être perdu dans l'eau, on connaît tous le problème des algues bleues. Donc, l'azote synthétique peut polluer en plusieurs endroits comme ça. Il se fait déjà beaucoup de recherches sur les engrais verts, principalement sur le maïs. Le maïs grain, c'est une culture qui demande beaucoup d'azote. Moi, j'ai un aspect original à ma recherche et c'est que je travaille non pas sur la fertilisation du maïs, mais sur la fertilisation du canola. Le canola, c'est une culture qui a quand même une grande importance au Québec et au Canada. Donc, c'est important de voir sur cette culture-là, est-ce que le canola va répondre aussi bien que le maïs? Parce qu'on pourrait vouloir transposer les résultats d'une culture à l'autre, mais finalement, il y a une pertinence de vouloir chercher pour le canola, qu'est-ce qu'un engrais vert va apporter directement. Le sol, c'est la rencontre entre plusieurs éléments.
Donc, il y a les éléments minéraux. Nécessairement, il va y avoir de l'eau, il va y avoir de l'air et différentes formes de vie. On parle d'animaux, de plantes, de micro-organismes. Ça forme un tout, un équilibre qui est plutôt fragile. On dit généralement que ça prend 100 à 1000 ans à former un seul centimètre de sol. Après, l'agriculture intensive, l'agriculture conventionnelle va exercer une pression là-dessus. Par des apports répétés d'engrais, on peut venir rendre le sol moins propice à la vie. Après un labour, un sol qui est exposé aux éléments, à l'eau puis au vent, par exemple, va être plus fragile, il va pouvoir s'éroder, il va avoir une perte de sa structure. Et finalement, à force de prélever constamment de la biomasse, de récolter nos plantes d'année en année, on va diminuer la quantité de matière organique qui se trouve dans le sol. À long terme, ça va diminuer sa viabilité. Et les conditions que je dirais pour avoir un sol en santé, ça serait d'avoir une période de recouvrement végétal le plus prolongé possible, d'avoir des apports constants en matière organique et finalement d'avoir une bonne biodiversité parce que plus on a des plantes différentes et plus on va favoriser des formes de vie diversifiées dans notre sol. La structure du sol, c'est la façon dont les particules du sol vont s'organiser entre elles. Si le sol avait aucune structure, on aurait des champs qui seraient des déserts de poussière ou après une pluie, ce serait des déserts de boue finalement. Le sol va plutôt avoir tendance à s'organiser en agrégats. C'est de cette façon-là qu'on va pouvoir avoir une certaine aération. Si on n'avait aucune structure du sol, notre sol serait super compacté puis il n'y a rien qui pourrait pousser là-dedans. Pour mesurer cette structure-là, on va prendre ces agrégats que je viens de vous montrer, on prend les échantillons, on les plonge dans l'eau et on mesure combien d'agrégats sont résistants à ce phénomène-là. Et c'est comme ça qu'on peut, en comparant des parcelles où il y a eu des engrais verts et en comparant des parcelles où il n'y a pas eu d'engrais verts, on va pouvoir mesurer l'impact de cet engrais vert-là sur nos agrégats, sur notre structure du sol. On est à la ferme expérimentale de l'Université Laval à Saint-Augustin-de-Desmaures. On est situé sur un sol qui est plutôt grossier, on appelle ça un loam sableux. L'écoulement de l'eau se fait assez bien sur ce sol-là. On a une autre ferme, c'est la ferme expérimentale de l'Agriculture et Agroalimentaire Canada à Normandin, beaucoup plus au nord, en conditions plus fraîches. Et là, cette fois-là, on est sur un sol qui est plus fin, une argile lourde, et la fertilité de ce sol-là est assez bonne, mais le drainage va se faire plus lentement. On est situé à deux fermes comme ça, aux conditions qui contrastent, parce qu'en ayant une grande variabilité comme ça, on espère pouvoir extrapoler nos résultats à l'ensemble du Québec, avoir des conditions extrêmes. Un engrais vert, c'est une plante ou un mélange de plantes qui va pousser pendant une période où le sol serait généralement nu, donc après la récolte de notre culture principale. L'engrais vert va protéger physiquement le sol, donc il va le protéger contre l'érosion par l'eau ou par le vent. Et en poussant, oui, il va venir puiser des nutriments. Ce n'est pas des cultures qui demandent énormément au sol, mais surtout, on va venir retourner ces éléments-là au sol, entre autres une bonne partie de biomasse, donc de matière végétale, qui va retourner au sol et qui, en se décomposant, va ramener des nutriments à notre sol. La meilleure méthode pour calculer l'efficacité d'un engrais vert, c'est les courbes de fertilisation. Comment on va faire? On va prendre dans un champ différentes parcelles qu'on va fertiliser avec des doses croissantes d'engrais de synthèse. Et plus on va mettre de l'engrais, naturellement, plus on va avoir des rendements. C'est ce qu'on voit sur cette figure ici. La courbe noire, c'est notre rendement quand on met des doses croissantes d'azote. Si on regarde la courbe en vert ici, qui est la courbe une fois qu'on a mis un engrais vert, on voit tout de suite que les rendements sont plus élevés. À partir de la différence entre les deux courbes, on va pouvoir mesurer le gain en rendement qu'on obtient grâce à un engrais vert, convertir ça en valeur monétaire. Ça va nous donner une valeur d'argent, donc un argument très concret à présenter aux producteurs grâce à notre engrais vert. On peut utiliser des céréales comme le seigle, par exemple. On peut utiliser des crucifères comme le canola ou la moutarde. Ou on peut utiliser les légumineuses comme le pois ou le trèfle. Moi, j'utilise le trèfle parce que les légumineuses ont ceci de très intéressant, qu'elles peuvent s'associer avec des bactéries qui fixent l'azote. Donc, elles vont pouvoir puiser l'azote directement de l'atmosphère et l'amener à notre sol. Ça donne un grand potentiel de venir fertiliser ou du moins participer à la fertilisation de la culture qui vient l'année d'après.
Si la plante finit par se décomposer, elle va retourner l'azote sous une forme éventuellement minérale à notre culture de l'année suivante. Et on espère pouvoir peut-être remplacer une partie de nos engrais synthétiques avec cet azote naturel peu polluant. Quand on pense au fait que le revenu des producteurs est intimement lié à leur rendement et que ce rendement-là est rendu instable par divers facteurs, on peut comprendre qu'il y a besoin d'avoir une information qui est très claire quand ils veulent adapter une pratique. C'est exactement pour ça qu'on fait des études scientifiques sur le sujet. On veut proposer une méthode pour laquelle on a beaucoup d'informations avec des arguments qui sont pertinents. Et finalement, les engrais verts, on a tendance à pouvoir penser que c'est une panacée, que ça va régler tous les problèmes, mais non, on veut arriver avec des chiffres et des statistiques. C'est déjà tout pour Cogito, l'émission de vulgarisation des étudiantes et étudiants à la maîtrise et au doctorat de l'Université Laval. Veuillez noter que toutes nos émissions sont également disponibles sur le web. Merci à tous nos partenaires et collaborateurs. À bientôt.